Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce nouveau séminaire de droit comparé de la propriété intellectuelle. Nous avons la chance ce soir d'accueillir un invité de renom, connu et reconnu dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il s'agit de Monsieur Denis Bouhoussou, qui est l'actuel directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Alors, Monsieur Bouhoussou est titulaire d'un doctorat en droit privé obtenu en 1993 à l'Université de Montpellier. Il est enseignant-chercheur de profession et expert auprès de l'OMPI. Dans un passé un peu plus récent, M. Bouhoussou a occupé successivement les postes de directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et de directeur du développement du secteur privé dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et enfin, M. Bouhoussou est bien évidemment l'auteur de nombreuses publications dans le domaine de la propriété intellectuelle et il est commandeur dans l'Ordre des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Monsieur Bouhoussou nous fera l'honneur ce soir d'envisager la question de la lutte contre la contrefaçon dans le cadre de l'accord de Bangui. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, j'ai une profonde admiration pour l'accord de Bangui, puisque c'est peu ou prou le premier accord qui a permis l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un titre communautaire. Alors bien évidemment, on a un certain nombre de distinctions qui peuvent être opérées avec les titres de l'UE ou communautaires qu'on connaît au sein de l'Union européenne. Mais voilà, l'OAPI a été très clairement un précurseur sur ce point. Et rien que pour cela, cela doit susciter l'admiration puisqu'ils ont réussi, les pays membres de l'OAPI, à se mettre d'accord sur l'émergence de ces titres. Donc aujourd'hui, il ne sera pas question de titres communautaires, il ne sera pas question d'existence des droits, et j'en suis ravi. On va envisager plutôt la question de l'exercice à travers la question de la contrefaçon qui est envisagée également dans l'accord de Bangui. Donc, monsieur le directeur général, je vous cède la parole, comme je l'ai indiqué précédemment. Suite à votre intervention, eh bien, on aura la possibilité d'échanger avec les participants dans le cadre d'un rituel désormais traditionnel de questions-réponses. Merci beaucoup de votre présence et bonne intervention. D'accord. Merci, monsieur le directeur. Je crois que c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les auditeurs du CEPI et surtout de coopérer avec le CEPI dans le renforcement des ressources humaines en matière de propriété intellectuelle. Et pour l'OAPI, cela est très important puisque c'est vrai que l'OAPI est un très vieil office, mais en termes de ressources humaines, nous avons encore beaucoup de challenges à relever. Et pour nous, une meilleure connaissance de notre système par les nouveaux apprenants est un gage de diffusion. Et comme cela a été dit, je vais entretenir les auditeurs sur quelque chose qui constitue un problème très particulier en Afrique, à savoir la question de la contrefaçon, pour laquelle notre organisation est de tout temps interpellée. Et comme vous le savez, c'est un fléau mondial, mais particulièrement en Afrique, ce fléau est d'autant plus exacerbé qu'on est essentiellement en présence d'une contrefaçon dite d'importation et donc l'invasion des marchés par des produits qui ne sont pas forcément produits sur les territoires des États membres. Et donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir présenter un peu le phénomène dans sa globalité, mais surtout présenter aux auditeurs comment ce phénomène est pris en charge dans les dispositions de l'accord de Bangui qui a fait l'objet d'une révision il y a quelque temps. Et donc, si vous le permettez, peut-être que je vais partager un écran d'une petite présentation, de sorte que j'espère que c'est bon. Alors, laissez-moi le temps de vérifier, puisque j'ai plusieurs... Oui, c'est bien le bon.
Alors, comme je le disais, ma présentation va porter sur cette thématique qui est le régime juridique de la contrefaçon dans l'accord de Bangui. Il s'agit de donner une vision globale, comment est-ce que cet accord, en fait, ce phénomène est pris en charge de façon, disons, rétrospective au regard des anciennes dispositions et puis au regard des nouvelles dispositions qui sont en train d'entrer en vigueur avec le nouvel accord, l'acte de Bamako. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque nous avons affaire à des auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec l'OAPI, je voudrais prendre quelques instants pour présenter l'institution et avant de rentrer dans le thème. Alors, comme l'a dit Yann, l'OAPI est une des plus vieilles institutions d'intégration régionale en Afrique. Comme vous savez, la plupart des pays africains d'expression francophone ont accédé à l'indépendance dans l'année 1960. Et l'OAPI a été créée juste 2 ans après les indépendances et en choisissant une forme d'intégration régionale avec un certain nombre de pays pour mettre en commun non seulement les ressources qui étaient rares à l'époque, mais également, compte tenu de l'intérêt de la propriété intellectuelle, faire en sorte qu'on ait un système harmonisé, un système uniforme de protection de la propriété intellectuelle. Et c'est en cela que l'OAPI a été créée. À ce jour, vous voyez sur la carte qui est affichée, regroupe 17 pays qui sont tous, qui sont en partie d'expression francophone. Nous avons des pays d'expression, disons, arabophone, nous avons des lusophones et des hispanophones. Et donc, quand on voit sur la liste là, on a le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la République centrafricaine, l'Union des Comores, le Congo, disons avec capitale Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau qui est d'expression lusophone, la Guinée équatoriale qui est d'expression hispanophone, le Mali, la Mauritanie qui est d'expression arabophone, ensuite le Niger, le Sénégal et le Tchad. Mais l'OAPI, évidemment, du point de vue de son système, je vais parler du système de revenir un peu sur l'historique, ça constitue, ça a été dit tantôt, une législation uniforme. À la différence d'une législation harmonisée, nous avons un traité et des annexes qui constituent la loi nationale de chaque État membre. Et donc, en dehors de ce traité et de ces annexes, on n'a pas de texte qui régisse à proprement dit la propriété intellectuelle dans les États membres. Mais il faut mettre juste une nuance, puisque avec le phénomène de la contrefaçon, on assiste de plus en plus à des législations nationales qui ont vocation à s'adresser au phénomène de la contrefaçon. C'est par exemple le cas dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où vous avez une loi spécifique de lutte contre la contrefaçon aux frontières, avec la création d'autorités administratives indépendantes chargées de lutter contre la contrefaçon. Il y a également un office commun. Là aussi, c'est quelque chose de précurseur, puisque les 17 États membres ont un seul office. Et cet office-là qui délivre l'ensemble des titres, c'est cet office-là qui gère tout le volet administratif lié à la délivrance des titres, que ce soit des procédures d'opposition, de restauration et autres. C'est cette administration unique qui le fait. Ensuite, cela va de pair avec une centralisation des procédures, savoir que toutes les demandes
qu'elles proviennent des États membres ou des États non membres, sont centralisées au siège qui est à Yaoundé, en République du Cameroun. Autre caractéristique, c'est qu'il y a un titre unique qui est délivré et qui est valable automatiquement dans l'ensemble des 17 pays. La particularité du système OAPI, c'est qu'on n'a pas un système de désignation. Si on prend nos collègues de l'ARIPO, fonctionnent sur un système de désignation où, à l'intérieur de l'organisation, le déposant est, disons, dans l'obligation de désigner un pays pour que son titre soit valable dans ce pays. Dans le cas de l'OAPI, une seule désignation suffit à rendre valable le titre dans les 17 États membres. De façon concrète, un opérateur, un déposant français qui désigne par exemple le Mali ou le Sénégal n'a pas besoin de désigner la Mauritanie ou les Comores. Cette seule désignation du Sénégal suffit à rendre son titre valable dans les pays précités. Il y a l'autre particularité qui nous intéresse par rapport au thème du jour, c'est, disons, l'application des droits, la sanction des droits, où l'OAPI a une compétence partagée avec les juridictions des États membres pour ce qui concerne le volet judiciaire du respect des droits. Et dernière particularité qu'il convient de signaler, c'est vrai que l'OAPI a des dispositions concernant la gestion du droit d'auteur, mais de façon spécifique, la gestion collective du droit d'auteur est laissée, disons, à la compétence des organismes nationaux de gestion collective de droits. Et donc, les droits d'auteur en tant que gestion collective ne sont pas faits par l'OAPI. Alors, si on revient à notre sujet du jour, à savoir la lutte contre la contrefaçon, on se demanderait bien pourquoi un office comme l'OAPI pourrait s'intéresser à la lutte contre la contrefaçon, puisque, comme vous le savez, le mandat premier d'un office de propriété intellectuelle, ce n'est pas tellement de lutter contre la contrefaçon, mais de délivrer des titres. Mais en réalité, dans le contexte qui est le nôtre, la lutte contre la contrefaçon participe de la crédibilisation de notre système. À savoir que si les titres qui sont délivrés par l'OAPI ne sont pas protégés par des mécanismes de lutte contre la contrefaçon assez efficaces, cela est de nature à décourager les éventuels déposants sur le système OAPI. Ce qui fait que, à travers les textes, le postulat est qu'il faut qu'il y ait une lutte rigoureuse contre la contrefaçon à travers des textes, mais également des actions de sensibilisation qu'en tant qu'office, l'OAPI est amené à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans les dispositions de l'accord de Bangui, que ce soit l'acte de 99 ou que l'acte actuel, ces dispositions vont édicter non seulement des règles qui vont définir les atteintes aux droits, mais vont prévoir également des sanctions. Et donc, pour donner une vision à peu près holistique de ce système, nous allons présenter ce régime juridique en faisant un aller-retour entre les anciennes dispositions et la nouvelle disposition qui est entrée en vigueur depuis le 14 novembre. Alors, l'accord de Bangui lui-même, du point de vue historique, comme cela apparaît là sur le tableau, c'est 13 septembre 1962 qu'on signe le premier accord qui crée l'Office africain et malgache. En 1977,
ça devient l'accord de Bangui avec le retrait de Madagascar, et donc on devient OAPI. Le 24 février 1999, il y a une révision de cet accord. Et cette révision est très importante par rapport au sujet qui nous occupe, puisque la révision du 24 février 1999 avait pour objectif principal de mettre en conformité le dispositif de l'accord de Bangui avec les nouvelles normes établies par les accords OMC, notamment l'accord sur les aspects du droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, autrement dit les accords sur les API. Et donc, sur cette base de la conformité aux accords API, on va constater que les dispositions concernant la lutte contre la contrefaçon dans l'accord vont être plus ou moins calquées sur les recommandations, sinon sur les normes édictées par l'accord sur les API. Et donc, pour la petite histoire, des notions comme des mesures aux frontières vont être pour la première fois introduites dans le dispositif de l'accord de Bangui. Par la suite, en décembre 2015, les États membres ont décidé de réviser cet accord pour tenir compte de l'évolution de la législation mondiale en matière de propriété intellectuelle. Et s'agissant du volet qui nous occupe, il était beaucoup plus question, compte tenu des faiblesses constatées dans les anciennes dispositions, de renforcer davantage les dispositions concernant la lutte contre la contrefaçon. Et donc, cela dit, quand nous parlons d'accord de Bangui, il faut voir en fait deux choses. Il y a le traité qui va mettre en place les différents organes que sont le conseil d'administration, la commission supérieure de recours, qui est, soit dit en passant, le tribunal administratif auprès de l'OMPI chargé d'apprécier la régularité des décisions du directeur général. Et de l'autre côté, vous avez des annexes qui constituent le droit matériel de la propriété intellectuelle dans le système OAPI. Et donc, ces annexes-là vont gérer, chacune en ce qui la concerne, une matière de la propriété intellectuelle. Par exemple, comme vous le voyez, l'annexe sur le brevet, les modèles d'utilité, les marques de produits, etc., etc. Donc, on a, de ce point de vue-là, 10 annexes, la 10e étant la protection des obtentions végétales. Alors, chaque annexe, comme on l'a indiqué, puisque nous sommes dans un système de droit uniforme, chaque annexe va définir pour chaque État membre, va se comporter comme la loi nationale de chaque État membre, et donc va définir les conditions d'obtention de chaque objet de la propriété industrielle, ou là où il y a des délivrances de titres, les procédures administratives pour l'obtention, et jusqu'à la définition des infractions et sanctions aux atteintes de ces droits qui ont été ainsi reconnus dans l'annexe. Et donc, c'est sur la base de ces éléments que je viens d'indiquer que nous allons examiner de façon globale la question du régime de la contrefaçon dans ces différents annexes. Bien évidemment, pour des questions de compréhension, nous n'allons pas passer en revue toutes les annexes, mais nous allons prendre quelques éléments saillants qui donnent la philosophie globale du système de lutte contre la contrefaçon tel que prévu par l'accord de Bangui. Alors, il faut préciser que, comme je l'ai indiqué, l'accord de Bangui comporte deux parties, comme on l'a dit, il y a le traité et les annexes.
la question de la contrefaçon n'est pas traitée en tant que telle dans le traité. Mais les éléments relatifs à la contrefaçon sont définis par chaque annexe qui a pour objet un titre ou un objet de propriété intellectuelle. Mais il faut aussi noter que quand bien même le thème porte sur la contrefaçon, il faut remarquer qu'il y a dans un certain nombre d'annexes, notamment celles relatives au nom commercial, aux indications géographiques, aux schémas de configuration ou topographie, on ne parle pas de façon explicite de contrefaçon, mais plutôt d'atteinte au droit. Mais si on veut avoir une approche holistique, on va considérer que quand bien même la loi n'a pas qualifié ces atteintes de contrefaçon, on pourrait bien évidemment les assimiler à de la contrefaçon et traiter cela en tant que tel, ne serait-ce que en termes de délit connexe. Alors, deux choses à retenir en matière de contrefaçon dans cet accord. Il y a la conception même de la notion de contrefaçon. On va avoir, selon les annexes, deux conceptions. Vous avez une première conception qu'on pourrait qualifier de l'approche synthétique de la notion de contrefaçon, en ce sens que l'annexe ou le texte en question va dire que, quelle que soit la nature de l'atteinte portée au droit, cela constitue le délit de contrefaçon. Et c'est ici peut-être le commentaire qu'on pourrait faire, c'est que on a peut-être une sorte de résurgence des textes historiques et qui fait que quelquefois d'une annexe à l'autre, on passe d'un concept à l'autre, d'une conception synthétique à une conception, par exemple, restrictive. Alors, pour les conceptions synthétiques qu'on va trouver de la contrefaçon dans ces annexes, vous avez en premier lieu, en ce qui concerne les brevets d'invention et son pendant, les modèles d'utilité, les textes vont adopter cette conception synthétique. Par exemple, en matière de brevet, comme il est écrit, toute atteinte portée à l'heure quelconque au droit du breveté, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente, soit par l'exposition-vente, soit par l'introduction, etc. Ça suit dans des territoires où plusieurs objets constituent le délit de contrefaçon. Mais si vous mettez ça en parallèle, en contemplation avec d'autres législations, on va se retrouver que dans certaines législations, des notions comme les notions de recel et autres sont beaucoup plus des infractions connexes que des atteintes, enfin le délit de contrefaçon proprement dit. On a la même disposition qui est répétée dans l'annexe 2 qui est relatif aux modèles d'utilité qui sont ou ainsi dit des petits brevets, et c'est exactement la même chose. Alors, quel est le commentaire qu'on peut faire? Cela traduit en quelque sorte cette volonté d'embrasser tous les actes d'atteinte au titre protégé, de telle sorte que le juge qui a en main le texte n'a pas à se poser 1000 questions, il n'a pas à aller chercher en quelque sorte dans les subtilités de la notion de contrefaçon, ça va lui permettre d'aller vite. Un avantage pratique, par exemple, il y a un certain nombre de règles d'interprétation en matière d'atteinte au droit qui sont utilisées souvent comme outils de guidage du juge. Par exemple, en matière d'éléments moraux,
selon la conception, certains diront qu'en matière de contrefaçon, la mauvaise foi est présumée ou la bonne foi est indifférente. Et donc, dès lors qu'on se retrouve dans une qualification de contrefaçon, le juge est beaucoup plus à l'aise à utiliser ces outils qui permettent de mieux appréhender l'infraction le plus rapidement possible que d'avoir à démontrer la mauvaise foi ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va être très important. Mais il y a aussi, ça règle un autre problème. C'est que si on prend les anciens textes, il y a très souvent, pour les délits connexes, un renvoi externe. Savoir que les textes, les anciens textes, vont renvoyer au code pénal du pays pour traiter, par exemple, la question du recel et autres. Or, ici, en mettant tout dans la catégorie délit de contrefaçon, les peines prévues pour cette infraction seront ipso facto applicables à ces actes de contrefaçon. Alors, cette approche synthétique dont on vient de parler se trouvait également dans l'ancien accord de 99. La conception synthétique aussi se retrouvait à travers des dispositions relatives aux marques, relatives aux dessins et modèles industriels. Et je m'apprêtais à passer à... Je reviens en arrière. Voilà. Et je m'apprêtais à passer à l'autre conception de la contrefaçon qu'on va retrouver dans l'accord de Bangui. Et cette conception que nous qualifions d'approche restrictive va définir, je ne sais pas si vous me recevez. On vous reçoit, on vous reçoit. D'accord. Cette conception va définir de façon restrictive la notion de contrefaçon dans ces dispositions. Ainsi, on va retrouver une définition stricte de la contrefaçon, mais à côté, on va trouver des infractions connexes qui seront assimilées à la contrefaçon. Et cette approche, on va la trouver particulièrement dans l'annexe relative à la propriété littéraire et artistique. Et donc, par exemple, on va dire que si on prend pour les infractions qui sont assimilées à la contrefaçon, c'est par exemple la fabrication ou l'importation pour la vente ou la location d'un dispositif spécialement conçu, bon, etc., etc. Par exemple, c'est un dispositif, un appareil visant à contourner une protection. Ici, on va se retrouver dans cette infraction qui va être assimilée à de la contrefaçon, qui en réalité, ce n'est pas de la contrefaçon, ce sont des ustensiles ayant permis de commettre l'acte de contrefaçon. Donc, après avoir donné cette approche du régime de la contrefaçon dans les actes, un autre élément important qu'il est nécessaire de remettre en exergue, nous n'avons pas voulu insister sur les actes constitutifs parce que c'est quelque chose de tout à fait classique. Ce sont des reprises aussi bien de la législation française antérieure que des adaptations résultant des accords sur les APIC. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de particularité en ce qui concerne l'accord de Bangui. Alors, pour ce qui concerne la mise en mouvement, en fait, la mise en œuvre de poursuites, il y a un certain nombre de questions qui se posent de façon traditionnelle. C'est de savoir qui a le droit d'exercer, en quelque sorte, l'action en contrefaçon. Et
dans l'acte de 2019, on a en quelque sorte défini en creux les personnes qui pouvaient agir, puisque c'est par le biais des personnes qui sont habilitées à opérer, par exemple, une saisie contrefaçon, qu'on va déterminer ceux qui ont qualité à agir en contrefaçon. Et cela se retrouve notamment dans l'acte de 1999, dans les articles 64, alinéa 1er de l'annexe 1 et 47, alinéa 1er de l'annexe 2 relative au brevet d'invention, relative au modèle d'utilité. En revanche, dans l'acte de 2015, l'accord, si on ne prend que l'exemple du brevet, l'accord va être plus précis en disant que l'action en contrefaçon est exercée par le breveté. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et le titulaire d'une licence non volontaire peuvent agir en contrefaçon. Donc, cela est quelque chose d'assez important parce que, par exemple, en ce qui concerne les personnes non titulaires d'un droit exclusif, dans l'interprétation des anciennes dispositions, les juges étaient confrontés à s'il fallait donner ce droit d'agir à un licencié simple ou à un licencié non exclusif, puisque, comme on le dit, on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. Donc ici, cette nouvelle disposition apporte une clarification qui permet de mieux lutter contre la contrefaçon. Autre point qui mérite d'être souligné, ce sont les juridictions compétentes. Si on regarde l'acte de 1999, les juridictions compétentes désignées étaient le tribunal civil. Le tribunal civil, mais lorsque la victime choisit la voie correctionnelle, c'est bien évidemment le tribunal correctionnel qui va être compétent. Donc, dans les anciennes dispositions, c'est soit le tribunal civil, soit le tribunal correctionnel lorsque la voie correctionnelle est choisie. Mais on s'est rendu compte que dans la plupart des États membres, de nouvelles juridictions sont en train d'être créées et qui ont des compétences en matière de propriété intellectuelle. C'est par exemple un certain nombre d'États membres qui ont des tribunaux de commerce qui ont pour attribution, en tout cas parmi leurs attributions, parmi leurs chefs de compétences, toutes les questions économiques liées à la contrefaçon. Et donc, l'acte de 2015 se montre un peu plus large, de telle sorte qu'il appartient à chaque État membre de déterminer quel est le tribunal qui serait compétent pour juger des questions d'atteinte au droit de propriété intellectuelle. Il y a ensuite la procédure. Alors, de ce point de vue, il y a un certain nombre d'innovations que le nouvel accord de Bangui apporte. C'est, par exemple, en matière de saisie contrefaçon. Dans les procédures habituelles, en termes disons, de qualité pour agir ou bien de documents à fournir, en fait, pour procéder à la saisie contrefaçon, il était exigé que celui qui veut exercer, par exemple, une action en saisie contrefaçon devait présenter le titre et en plus de cela, comme il a écrit,
produit la preuve de la non-radiation, de la non-déchéance de sa marque avant d'agir. Or, avec les nouvelles dispositions pour faciliter l'action des plaideurs, c'est seulement la justification de l'enregistrement de la marque qui sera exigée par le juge. Alors, il faut dire que sur cette question précise, il y avait, compte tenu de l'étendue du territoire de l'OAPI, il faut le dire, qui part depuis la Mauritanie jusqu'au dans l'océan Indien avec les îles Comores, lorsque les parties sont dans une procédure qui requiert de la célérité, très souvent, elles sont obligées d'attendre que le siège puisse leur produire ces deux documents. Or, pour une action qui se veut rapide, très souvent, la personne soupçonnée de contrefaçon avait tout le temps d'organiser, en fait, pour ainsi dire, sa fuite en avant. Autre chose qu'il faut souligner, mais qui n'est pas une innovation, c'est que l'étranger qui veut faire une saisie contrefaçon doit faire un cautionnement. Autre chose encore, c'est qu'il y a les délais pour engager au fond. Dans la plupart des textes, ça sera 10 jours pour initier une action au fond après la saisie contrefaçon qui aura été autorisée par la juridiction compétente. Il y a quelque chose qui mérite d'être souligné, mais qui n'est pas en réalité une nouveauté en tant que telle, c'est toutes les questions concernant la preuve. Ici, on a dans les nouvelles dispositions, par exemple, au niveau de l'article 67 de l'annexe relative au brevet, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une contrefaçon d'un brevet de procédé, les juges ont la possibilité d'ordonner au défendeur de prouver que le procédé qu'il a utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans l'une des situations, par exemple, ci-après. Bon, c'est une disposition classique que, si je ne me trompe, on va retrouver dans le Code de la propriété intellectuelle en France. Donc, c'est pratiquement les mêmes conditions. Par exemple, lorsque le produit obtenu par le procédé est nouveau, ou que la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été utilisé. Donc, comme je l'indiquais tantôt, l'ensemble de ces dispositions est beaucoup plus pour vocation de renforcer les droits du titulaire en matière de lutte contre la contrefaçon. En revanche, il y a une nouvelle règle qui a été introduite par l'accord, mais je crois que cette règle, si je ne me trompe pas également, a été empruntée à la législation française. C'est ce que nous dénommons la recherche d'informations. Alors, cette recherche d'informations, comme il est indiqué ici, qui permet, puisque, comme vous le savez, en matière d'atteinte au droit, il est très souvent difficile pour le titulaire du droit d'obtenir facilement un certain nombre d'éléments qui lui permettent de poursuivre de façon efficace les contrefacteurs. Et donc,
avec cette disposition de recherche d'informations, le juge compétent, par exemple, pourrait ordonner aux besoins sous astreinte afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. En réalité, ici, comme je l'ai indiqué au début de mon propos, nous sommes dans une zone où la plupart des actes de contrefaçon sont des contrefaçons dites d'importation, donc qui sont le fait de réseaux qui importent des objets contrefaisants par-delà les frontières. Et donc, cette disposition, par exemple, peut permettre de retracer les filières, de démanteler un certain nombre de filières. Et dans cette même logique, qui n'apparaît pas là, il a été aussi introduit quelque chose qui est assez particulier en procédure pénale ou civile, c'est ce qu'on pourrait appeler la production forcée de preuves. Donc, par exemple, par rapport à cette disposition, c'est exactement l'article 67 de l'annexe sur les brevets, le juge peut ordonner une production forcée de documents ou d'informations s'il n'y a pas un empêchement légitime à cela. On en vient aux sanctions. Alors, en ce qui concerne les sanctions, c'est toujours le même débat. Est-ce que le fait d'avoir des sanctions lourdes, est-ce que c'est cela qui fait que la répression est efficace, ou alors est-ce que le fait d'avoir des sanctions lourdes ne peut pas être contre-productif? Et ce qui fait que pour le législateur, dans ce domaine de la propriété, des atteintes aux droits en matière de propriété intellectuelle, le choix à faire est toujours difficile. Pour la simple raison que lorsque les sanctions sont faibles, on a l'impression que ce n'est pas suffisamment dissuasif et donc les contrefacteurs peuvent, pour ainsi dire, s'en tirer à bon compte. Mais à l'opposé, lorsque la sanction est trop lourde, on se retrouve en face d'un phénomène inverse qui est que la conception sinon la considération de la propriété intellectuelle ou bien des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement sociologique ne correspond pas, disons, à la lourdeur de la sanction. En d'autres termes, si dans une société, on considère que l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle n'est pas aussi grave que, par exemple, le vol d'un objet matériel, le fait de condamner à une peine lourde quelqu'un qui a, par exemple, copié une chanson ou qui a juste porté un t-shirt avec un faux crocodile là-dessus, les aspects sociologiques vont faire en sorte que si vous condamnez, vous prévoyez des peines assez élevées, le juge se trouve devant un dilemme parce qu'il se trouve face à la réprobation sociale qui va dire que la société ne trouve pas aussi grave cela. Et donc, avec la révision de 2015, il a fallu arbitrer entre toutes ces sanctions. Par exemple, en ce qui concerne les peines privatives de liberté, mais en ce qui concerne également le quantum des amendes pécuniaires. Comme vous le voyez là sur la planche qui est projetée, par exemple, en matière de brevet, les peines pécuniaires vont passer, par exemple, entre de 5 à 30 millions. Mais la question qui se pose, bon là c'est beaucoup plus de la sociologie judiciaire, est-ce que pour autant on est efficace? Ça, je pense que le débat est ouvert, on reviendra là-dessus. Évidemment, il y a, comme tous
les cas de traitement d'infraction. Il y a les circonstances atténuantes qui sont également prévues dans les deux accords. Mais il faut dire ici, j'ai indiqué tantôt au début de l'exercice, que lorsqu'on se retrouve en matière de circonstances atténuantes, on revient encore à un système de renvoi externe, à savoir que l'accord lui-même ne va pas définir les circonstances atténuantes, mais va renvoyer à la législation nationale pour définir les circonstances atténuantes. Il en va de même pour les peines complémentaires qui sont pas quelque chose de tout à fait innovant, puisque c'est des peines classiques qui sont faites. En revanche, il y a quelque chose qui paraît assez chose, c'est l'affichage du jugement aux frais du contrefacteur. Ici, cette peine complémentaire vise à susciter une sorte de réprobation sociale vis-à-vis de l'auteur de l'infraction de contrefaçon. Alors, bien évidemment, on ne pourrait pas parler de contrefaçon sans parler de quelque chose qui est devenu tout à fait courant, à savoir, depuis les accords sur les ATPIC, il y a une part très importante qui est accordée à ce qu'on appelle les mesures préventives, bon, qui peuvent être de plusieurs ordres. Mais la particularité du nouvel accord de 2015, c'est qu'on a prévu une nouvelle mesure préventive qui consiste à pouvoir saisir le juge des référés en dehors de la saisie contrefaçon qui a été traitée tantôt, à pouvoir saisir les juges des référés pour empêcher des atteintes imminentes à un droit de propriété intellectuelle, notamment à un brevet. Alors, bien évidemment, je l'ai indiqué, le dispositif de l'accord de Bangui est en conformité ou se veut en conformité avec l'accord sur les ATPIC. Et donc, ce faisant, que ce soit en matière de droit d'auteur ou de brevet ou tout autre titre de propriété ou actif de propriété intellectuelle, il est prévu des mesures aux frontières. Évidemment, ces mesures qui sont, j'espère, qui sont connues de nos auditeurs ici présents, vont consister à permettre à l'administration des douanes de retenir à la frontière, au moment de la traversée des frontières, des produits qui seraient argués de contrefaçon. Alors, cette rétention, pardon, je reviens en arrière, cette rétention va se faire de deux manières. Va se faire soit d'office, les textes le prévoient, et dans ce cas-là, c'est l'administration des douanes qui, ayant soupçonné un produit comme étant susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, va retenir à la douane et saisir les présumés titulaires de droit de telle sorte à pouvoir établir le caractère contrefaisant de ces produits. Mais il y a aussi une demande d'intervention, c'est-à-dire la saisie sur requête, où l'accord de Bangui permet aux différents titulaires de droit qui soupçonnent une importation d'être en violation de leurs droits de demander à l'administration des douanes de sorte à retenir le produit jusqu'à ce qu'il soit établi la véracité ou non de la contrefaçon alléguée. Alors, de ce point de vue, c'est exactement les dispositions telles que prévues par les accords sur les ATPIC qui sont ici reproduites. Alors, je pense que en guise d'introduction, peut-être que j'ai été un peu long, mais j'avais voulu présenter vraiment
une vision globale du dispositif de lutte contre la contrefaçon dans le système OAPI. Bien entendu, s'il y a des questions, on pourra toujours développer certains aspects. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Alors, on a effectivement déjà quelques questions qui ont été posées dans la fenêtre de chat et puis dans la fenêtre dédiée aux questions-réponses. On a des questions qui sont un peu plus généralistes et qui vont au-delà de la simple problématique de la lutte contre la contrefaçon. Je vous propose de débuter par celle-ci. Donc, on a une question de Jean-Gustave Edouop, on en a deux en l'occurrence. Serait-il possible d'avoir une visibilité sur les titres déposés auprès de l'OAPI et en l'occurrence l'origine des déposants, les secteurs d'activité, etc. Est-ce qu'il est possible d'établir en quelque sorte un portrait robot du déposant de l'OAPI? D'accord. Bon, je crois que c'est une question très intéressante. Nous sommes dans un système communautaire et donc nous avons deux types de déposants. Le jargon de notre métier commande de qualifier. Il y a ceux qu'on va appeler les déposants résidents. Pour nous, les déposants résidents, ce sont ceux qui résident, en tout cas qui font leur demande de titre à partir des territoires des 17 pays membres. Quelle que soit leur nationalité, sont considérés comme des déposants résidents. Et de l'autre côté, tous les ressortissants, tous les déposants qui ne sont pas ressortissants, mais qui ne sont pas établis sur le territoire des 17 pays membres, on va les qualifier de déposants non résidents. Alors, le ratio, selon les titres d'une façon générale, en matière de façon globale, nous avons un ratio à peu près de 75 à 80% de déposants non résidents et disons de 20 à 25% de déposants résidents. Cela traduit en fait la structure de l'économie. J'indiquais tantôt que nous sommes confrontés, c'est même pas une confrontation, nous avons affaire à un territoire qui n'est pas totalement producteur de ce qu'il consomme. Donc, la plupart des produits de consommation sont importés. Or, qui dit importation des actifs de propriété intellectuelle. Donc, c'est ce ratio, on va l'observer en matière de brevets d'invention, on va l'observer en matière de marques, etc. etc. Par nationalité, malheureusement, si vous le permettez, je peux sortir des statistiques précises. Là, je ne les ai pas à l'écran. Mais nous avons la liste des dépôts est fonction disons, des relations économiques entretenues par les pays de cet espace. Donc, vous allez avoir parmi les origines des grands dépôts, vous allez avoir la France, la Chine, les États-Unis, le Japon, mais selon qu'on est dans les brevets ou pas. Mais je peux juste vous sortir des statistiques exactes si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être pas vous embêter avec les statistiques à l'instant. On a encore beaucoup de questions. Alors, il y a une autre question, je pense à laquelle vous pourrez répondre assez rapidement. Existe-t-il une base de données de jurisprudence actualisée sur les affaires de propriété intellectuelle dans les territoires de l'OAPI? Oui, il existe une base de données. Nous avons des recueils de jurisprudence. Nous avons mieux, nous sommes en train d'éditer avec un certain nombre de partenaires un recueil de jurisprudence commentée qui sera édité. En revanche, pour un usage en interne, nous avons une base de données de toutes les décisions qui sont rendues aussi bien par les juridictions nationales lorsqu'elles nous sont communiquées, mais également par la Commission supérieure de recours, qui est le tribunal administratif auprès de l'OAPI.
Mais ce n'est pas à la disposition du grand public, mais pour un chercheur qui souhaite y accéder, cela est tout à fait possible. Merci beaucoup. Alors, une autre question, c'est par rapport justement à la qualité pour agir. Vous avez invoqué évidemment le titulaire du brevet, vous avez évoqué ensuite la personne qui est titulaire d'un droit d'exploitation exclusif. Et puis, dans le texte, on vise également la licence d'exploitation involontaire. Et donc, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on entend par titulaire d'une licence d'exploitation involontaire? Ah oui. Évidemment, une des particularités de l'OAPI, c'est que l'OAPI est un office d'un pays en développement. Et l'actualité récente, ne serait-ce que celle de ces dernières 48 heures, l'indique bien avec, avec la question des brevets sur le Covid. C'est que dans l'accord de Bangui, notamment dans l'acte concernant le brevet, il est possible d'octroyer ce qu'on appelle des licences non volontaires. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que soit c'est des licences d'office où l'État, pour des besoins de santé publique ou de défense, va décider d'une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique ou donner une licence à un opérateur quelconque pour produire quelque chose qui serait en manque sur le territoire. Et donc, étant donné que le licencié, enfin le titulaire du droit n'a pas donné volontairement cette licence, il serait difficile de lui demander d'agir en cas de contrefaçon. Donc ici, c'est pour être logique avec le fait que si on a donné une licence non volontaire, il faut que cette personne qui a la licence non volontaire puisse également défendre le titre qui lui a été donné de façon non volontaire. Il y a également la possibilité d'un opérateur économique, sous des conditions, de demander à obtenir une licence non volontaire pour produire quelque chose qui est une invention qui est brevetée. Merci beaucoup. Alors, si vous me le permettez, puisque vous avez évoqué le sujet là, de brevets et Covid, je ne veux pas vous poser une question piège, mais en tant que directeur général d'un office qui enregistre des titres ou qui délivre des brevets, je voulais juste avoir peut-être votre point de vue. Et je pourrais parfaitement comprendre que vous ne puissiez pas répondre, votre point de vue sur la déclaration du président des États-Unis relatif à la levée des brevets, puisque c'est vraisemblablement l'expression consacrée. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Bon, vous voyez que c'est beaucoup plus, pour un directeur d'un office, on est toujours partagé. En tant qu'office, on a vocation à protéger des titres forts. Et donc, cela, le respect des brevets doit être quelque chose qu'on doit toujours mettre sur la table. Mais le système de propriété intellectuelle est fait pour accompagner le bien-être de l'humanité. C'est des progrès réalisés grâce au système de la propriété intellectuelle doit bénéficier à l'humanité dans son ensemble. Et donc, si je comprends bien la problématique telle qu'elle est posée, si on parle de lever des brevets, ça veut dire qu'il y a un problème de capacité de production. Et si le titulaire du brevet n'est pas à même de fournir la demande mondiale, il serait peut-être intéressant d'envisager cette possibilité de donner la possibilité à ceux qui ont la capacité de pouvoir produire. Mais bien évidemment, selon des modalités qui doivent être définies ici. Parce que, comment est-ce qu'on pourrait interpréter? Si c'est une expropriation pour cause d'utilité publique, la plupart des législations règlent les conditions de cette expropriation. Et donc, c'est une piste qui est à examiner si la question qui se pose est une question de capacité de fourniture de ces biens communs-là. Merci beaucoup pour cette réponse, cette transparence. Alors, on va reprendre les questions qui étaient dans le fil. Je vous prie de m'excuser pour cette parenthèse. Alors, on a une question de Monsieur Diallo.
L'accord de Bangui prévoit des sanctions pénales privatives de liberté en cas de contrefaçon, donc il vise l'article 71. Est-ce qu'une telle disposition ne porte pas atteinte à la souveraineté des États en matière pénale? Une telle disposition est-elle d'application directe? Et quid s'il existe dans un État membre une disposition pénale concurrente et contradictoire? Bien, je crois que c'est une des questions qui nous revient le plus souvent. Mais ici, nous devons sortir du cadre de la propriété intellectuelle et puis regarder les constitutions de chacun des États membres. D'abord, quand on prend la plupart des constitutions de nos États membres, ce sont des constitutions qui sont d'inspiration française. Et dans la plupart de ces constitutions, il est dit que les traités et conventions régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois nationales. Et donc, notre collègue a une réponse en cela. Et ces mêmes conditions disent que lorsque, pour ratifier une convention internationale, les autorités locales, que ce soit le Parlement ou l'autorité exécutive, est tenue d'examiner la conformité de cette convention internationale avec la Constitution. Donc, en clair, dès lors qu'un État a ratifié l'accord de Bangui qui constitue une convention internationale, cet accord a une autorité supérieure à la loi nationale qui, je m'abuse, la plupart des codes des codes pénaux sont des lois nationales. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et le traité dit, c'est pour ça qu'on a parlé des annexes qui sont d'application directe. Les annexes sont les lois matérielles en matière de propriété intellectuelle dans des États. Et donc, ces annexes-là se substituent aux lois nationales en matière de propriété intellectuelle. Donc, de mon point de vue, la réponse se trouve dans la constitution de chaque État. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce que l'annexe 3 sur les marques est actuellement en vigueur dans l'espace OAPI? Non, cette annexe 3, il y a un certain nombre d'annexes qui ne sont pas en vigueur pour une raison simple, c'est que l'OAPI est en train de passer d'un système à l'autre. Jusqu'à présent, l'OAPI ne faisait pas l'examen au fond. Et donc, depuis l'entrée en vigueur du nouvel accord, le Conseil a décidé que l'on passe à un examen quant au fond du titre. Or, le passage à la délivrance sans examen, à une délivrance avec examen, demande un certain nombre de préparations, demande la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, à la fois humains ou techniques. Et donc, tenant compte de cela, il a été différé pour un certain nombre d'annexes, c'est aussi le cas du brevet, l'entrée en vigueur de ces annexes en attendant que la préparation à l'examen quant au fond soit achevée. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Où s'arrête l'épuisement des droits? À la frontière de chaque pays membre de l'espace OAPI ou à la frontière de l'espace OAPI regroupant les 17 pays membres? Alors, la réponse est simple. On a un épuisement communautaire, puisque, comme je le disais tantôt, chaque annexe constitue la loi nationale de chaque pays. Et je l'ai dit tantôt aussi que chaque ressortissant d'un État membre est considéré comme un résident. Donc, de ce point de vue, pour apprécier la théorie de l'épuisement des droits, on va regarder les frontières externes des États membres et non les frontières externes de l'ensemble des États membres et non la frontière d'un État membre. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'un produit est mis en circulation, par exemple en Mauritanie, si on doit appliquer l'épuisement de droit, la mise en circulation de ce produit en Mauritanie épuise en fait le droit pour les 16 autres États membres.
C'est un système qui est évidemment identique à celui qu'on connaît au sein de l'Union européenne. C'est un épuisement communautaire. Alors, une autre question concernant la sociologie judiciaire et la détermination du quantum des amendes. Pensez-vous que l'importance des droits de propriété intellectuelle soit perçue différemment en Afrique et en Europe? Oui, on peut le dire. C'est une question de culture. C'est une question de culture de la propriété intellectuelle. À savoir que si vous prenez l'histoire de la propriété intellectuelle, notamment en Europe, il y a des centaines d'années que le système de la propriété intellectuelle est considéré comme un système économique, un outil de production économique. Mais si vous prenez, pour ceux qui ont fait un peu d'anthropologie ou bien de sociologie en Afrique, si vous prenez la création littéraire en tant que telle ou bien la création industrielle, a priori, elle n'était pas faite pour procurer un revenu. Par exemple, l'artiste n'était pas censé vivre de sa création. Par exemple, si je prends les pays de type sahélien où vous avez des griots, vous avez le griot, après avoir fait sa prestation, il doit s'occuper soit de son élevage ou de sa culture. Et donc, dans la mentalité des populations, on reconnaît certes la propriété intellectuelle, mais on ne voit pas cela comme un actif économique qui nécessite une protection accrue. J'en veux pour exemple, je ne sais pas si celui qui a posé la question est un auditeur venant d'Afrique, mais... Non, c'est une étudiante du CEPI. D'accord. Non, c'était pour comprendre, c'était pour donner une image. Imaginez une procédure de saisie contrefaçon sur un marché. Vous verrez que la population de ce marché ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on viendrait saisir des produits de contrefaçon. C'est ça. Parce que l'élément qu'on voit, on ne voit pas a priori que derrière la propriété intellectuelle, c'est des biens appartenant à autrui. Non pas que les gens n'accordent pas de l'importance, mais dans la mentalité, on estime que la propriété intellectuelle n'est pas censée procurer des revenus, en fait. C'est ça la réalité. Et c'est ce travail de sensibilisation qu'il faut faire pour dire que la création intellectuelle est également un bien qui mérite autant de protection. Et donc, pour en revenir à ce qu'il a dit, nous avons dans un certain nombre de pays, par exemple, je ne citerai pas, où il y avait un pays qui, à l'époque, avait qualifié la violation des droits d'auteur de crime. Et vous voyez que dès lors qu'on a qualifié de crime, ça veut dire que dans nos procédures, dans nos codes de procédure pénale, le crime doit être jugé par une cour d'assises. Mais dans le même temps qu'on qualifie de crime, quand on arrive au niveau de la sanction, on va correctionnaliser pour dire que c'est emprisonné de 2 ans ou 3 ans. Voilà, c'est un peu ça que je voulais mettre en évidence. Merci beaucoup. Alors, encore une question, on en a beaucoup, hein, je dois vous avouer. Donc, une question de Natalia Capierina. Pourriez-vous nous indiquer les juridictions des États membres de l'API qui sont les plus actives, c'est-à-dire dont la jurisprudence est la plus développée en matière d'action en contrefaçon? Et une seconde question, comment les actions en contrefaçon sont-elles articulées avec celles en matière de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris? Bien, disons que la plupart des contentieux que nous enregistrons proviennent de la plupart de la majorité des États membres. Mais il faut dire que le contentieux suit un peu la taille de l'économie. Et donc, vous allez voir que dans l'OAPI, vous avez des pays les moins avancés, qu'on va appeler les PMA, et puis vous avez des pays en voie de développement. Et donc, qui ont des économies un peu plus fortes. Donc,
vous allez avoir des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où vous allez avoir beaucoup plus de contentieux, mais les autres pays aussi ont quelques contentieux. La question de la gestion de la contrefaçon et de la concurrence déloyale est une question très intéressante. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons une action de sensibilisation et de formation, non seulement des magistrats, mais des avocats. Le constat est que, compte tenu du nombre réduit de personnel judiciaire qualifié en matière de contrefaçon, la plupart des contentieux de contrefaçon sont orientés vers un contentieux de concurrence déloyale. Et donc, si vous lisez certaines décisions, vous verrez que ce soit l'avocat ou le juge n'étant pas très à l'aise avec les subtilités de la contrefaçon, préfère agir sur le terrain de la concurrence déloyale. Or, comme vous le savez, là où il y a un titre, on ne peut pas parler de concurrence déloyale, sauf s'il s'agit de quelque chose de connexe. Mais la gestion de ces deux types de contrefaçon, enfin de contentieux, est une préoccupation pour nous. Et vous verrez, si cette personne a accès au recueil, dans un cas sur 10, on aurait pu agir sur le terrain de la contrefaçon que de la concurrence déloyale. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Quel est l'état d'avancement de la mise en place du système des MARD découlant des règlements de Nouakchott? Est-ce que le centre d'arbitrage et de médiation est opérationnel? Non, le centre d'arbitrage et de médiation n'est pour l'instant pas opérationnel pour une question juste d'opportunité. Le premier rôle d'un office comme l'OAPI, c'est de délivrer des titres et délivrer des titres de qualité. Or, de ce point de vue, je venais de dire tantôt, nous avons un très grand dossier qui est l'examen substantiel de l'ensemble des titres. Et l'effort est mis sur cela. Maintenant, en ce qui concerne les modes alternatifs de règlement de litige, c'est vrai que des dispositions ont été prévues. Mais si vous regardez très bien, nous avons un problème de volume de contentieux. Parce que pour ouvrir un tel centre, il vous faut une masse critique de volume, ce que nous n'avons pas. Et il y a aussi un problème d'accessibilité. Par exemple, si nous regardons le volume du contentieux administratif devant la Commission supérieure de recours, nous avons moins de 40 affaires par an. Et donc, le coût de la décision rendue est supérieur, en tout cas en termes de charge de fonctionnement, est supérieur. Et donc, pour un contentieux alternatif, enfin un mode de règlement alternatif où on a un ou deux contentieux par an, vous ne pouvez pas mettre un dispositif qui ne peut pas être utilisé. Donc, c'est une question de priorisation. Lorsque le contentieux aura une masse critique, ce centre sera ouvert. Merci beaucoup. Alors, juste une question pour compléter votre réponse là, sur les bases de données. Est-ce que la base de données donc, jurisprudentielle est accessible par voie numérique? Non, de ce point de vue, sur le champ, je ne peux pas donner une réponse précise. En interne, oui, mais en externe, je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse sans avoir consulté les techniciens. Merci. Alors là, on a une question qui est très longue. Alors, vous me permettez, je vais la lire. Les droits de propriété industrielle, en plus de la protection des actifs immatériels clés, peuvent être exploités par les entreprises de façon stratégique pour favoriser leur croissance économique. En l'état actuel du droit dans l'espace OAPI, est-il possible de consentir des sûretés, donc des nantissements, notamment sur des droits de propriété industrielle? Ces sûretés doivent être inscrites au registre spécial de l'OAPI, au registre du commerce et du crédit immobilier du tribunal du commerce du lieu de résidence du titulaire des droits. Est-ce que ces inscriptions
sont effectives dans la pratique, serait-il, ça c'est pour nous, serait-il possible d'organiser un webinaire avec le CEPI et l'OAPI sur les formalités pour l'inscription des sûretés sur les droits de propriété industrielle dans l'espace OAPI? Écoutez, pourquoi pas. Donc je vous laisse répondre aux premières questions. D'accord. Disons que les textes prévoient cette possibilité de faire des actifs de propriété intellectuelle des moyens de nantissement et autres, comme il est dit. Maintenant, la question est que nous sommes dans un système où notre organisation sœur, l'OADA, régit tout ce qui est en rapport avec le registre du commerce et l'OAPI régit tout ce qui est en rapport avec la propriété intellectuelle. Mais du point de vue de l'OAPI, que ce soit la transmission ou la constitution de droits réels sur un titre, doit faire l'objet d'une inscription au registre spécial concerné. Mais cela ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions pertinentes qui sont prévues par l'OADA. Mais je dois dire que nous sommes en contact avec nos collègues de l'OADA pour trouver des moyens d'harmonisation sur des questions qui sont transversales. C'est par exemple cette question des questions de nantissement, c'est la question de l'enregistrement des noms commerciaux, puisque l'OADA également, à travers le registre du commerce, traite des questions de noms commerciaux. Donc, il est prévu, nous avons même d'ailleurs un cadre de travail pour cette harmonisation de cette procédure. Donc, ce que je peux dire de façon précise, pour tout acte constitutif ou translatif de propriété, évidemment, ça doit faire l'objet d'une inscription dans le registre spécial pertinent, sans préjudice des dispositions prévues par l'OADA en matière de nantissement et autres. Merci beaucoup. Alors, bon, là, deux questions qui appelleront, je pense, des réponses assez rapides. Spectateurs anonymes, s'il vous plaît. Donc, les textes OAPI relèvent-ils du droit dur ou de la soft law? Et peut-on assimiler les textes OAPI au droit international? Oui, on peut assimiler. C'est même pas c'est du droit international, puisque, comme je l'ai indiqué en exode, c'est un traité qui réunit 17 pays, qui a été dûment ratifié, qui est entré en vigueur. Et donc, les dispositions de ce traité, de ces annexes, constituent évidemment du droit international. Et puis bon, effectivement, on est sur du droit dur et pas de la soft law. Non. Ensuite, une autre question. Comment l'OAPI réagit face à la contrefaçon des titres de propriété intellectuelle sur Internet? Les annexes font-elles état d'une quelconque disposition sur le sujet? Oui, justement, lorsqu'on fait la révision de l'accord, c'est pour tenir compte de l'évolution des pratiques en matière de contrefaçon. Et donc, si vous voyez dans les nouvelles dispositions, on va traiter d'une façon globale les nouvelles formes d'atteinte. Notamment, si vous prenez les dispositions en matière de droit d'auteur, on va sanctionner toutes ces nouvelles pratiques qui sont courantes sur Internet. Par exemple, on va sanctionner des pratiques, par exemple, des questions comme des outils qui vont permettre de télécharger. On va sanctionner même l'absence d'indication du régime des droits, etc. Donc, toutes ces nouvelles pratiques ont été prises en compte, mais de façon globale, normalement à travers des formulations telles que quel qu'en soit le moyen ou quelle qu'en soit la méthode. Mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous le dire exactement. Merci beaucoup. Alors, une autre question intéressante, n'y a-t-il pas de risque de conflit de compétences dans l'espace sous-régional avec les multiples organisations telles que l'UMOA, l'OADA, la CEMAC et l'ARIPO?
Bien, non, c'est vrai que le risque, il existe toujours dans toute activité humaine. Mais ce que nous essayons pour gérer ce risque, c'est que toutes les entités citées, nous avons des accords de collaboration avec ces entités-là, que ce soit l'ARIPO, que ce soit l'UMOA, la CEDEAO, OADA. L'objectif est de faire en sorte que chacun puisse opérer dans sa zone de compétence, mais en complémentarité et éviter les doublons. Donc, c'est ce que nous faisons. Par exemple, avec l'ARIPO, nous travaillons sur une harmonisation qui, si elle aboutit, permettrait aux usagers de ces deux systèmes de passer de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte. Alors, une question là qui est beaucoup plus circonstanciée et très précise. Le problème des marques guinéennes, c'est-à-dire l'attribution d'un numéro d'enregistrement API, a-t-il trouvé solution? Si vous permettez, je ne vais pas répondre de façon précise. C'est la difficulté rencontrée avec les nouvelles adhésions, c'est de gérer, disons, comment dire ça, de gérer, je ne dirais pas le passif, c'est-à-dire les dépôts antérieurs qui ont été gérés individuellement par un État. Malheureusement, sur des fonds documentaires, ce n'est pas toujours que l'organisation a la main sur les fonds documentaires. Et donc, ce sont des questions que nous gérons au cas par cas. Lorsque le problème se pose, nous référons aux pays concernés pour essayer de retrouver les fonds documentaires pour mettre en cohérence le titre qui était initialement délivré individuellement avec le nouveau titre communautaire. Mais je ne saurais répondre de façon précise puisque c'est des questions qui nous reviennent très souvent au moment du renouvellement des marques qui avaient été antérieurement déposées. Une autre question qui était posée, là c'était dans le chat, c'était pas dans la fenêtre dédiée aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence ou des procès en cours sur la question de la violation des droits de propriété intellectuelle sur les plateformes numériques? Non, à ma connaissance, non. Mais je ne pense pas au niveau de l'OAPI. Parce que ce que nous faisons, c'est que régulièrement, nous essayons de collecter des jurisprudences dans les États membres. Peut-être qu'à cette occasion, on pourra trouver une jurisprudence. Merci. Alors, une question qui se pose, et c'est vrai que je pense que c'est une question qu'on vous pose régulièrement, puisque c'est quand même un outil, un levier permettant d'assurer une harmonisation effective entre les différents États membres de l'espace OAPI, donc qui pourrait permettre une harmonisation plus effective peut-être, et qu'on connaît en Europe. Que pensez-vous de la création d'une juridiction supranationale au sein de l'OAPI? Oui, la question a été abordée dans le nouvel accord, la question de la création d'une juridiction supranationale en matière de propriété intellectuelle. Et donc, c'est une question qui est à l'étude du point dans les États membres de l'OAPI. Mais comme je l'indiquais tantôt, nous avons un certain nombre d'institutions qui existent déjà et pour lesquelles nous devons nous assurer de la cohérence des actions. C'est le cas, par exemple, de la Cour commune de justice de l'OADA qui existe déjà. Et l'OAPI a aussi envisagé de créer une juridiction supranationale, mais pour lesquelles les études sont en cours. Merci beaucoup. Alors, votre vidéo saute, en tout cas là on ne vous voit pas. Moi aussi j'ai quelques petites questions si vous me le permettez suite à votre présentation. Vous avez évoqué le fait que pour les indications géographiques,
Pour les non-commerciaux, on ne parlait pas de contrefaçon. Alors, si ça fait sens pour les non-commerciaux, parce qu'on peut difficilement parler de droit de propriété intellectuelle, et ce, alors même que c'est visé dans la Convention de Paris, il en va peut-être différemment pour les indications géographiques. Est-ce qu'il y a des débats au sein de l'espace OAPI, parmi les enseignants-chercheurs et puis les praticiens, sur la qualification à donner sur le droit portant sur les indications géographiques, puisque c'est un débat qui a eu lieu aussi en Europe, et on a reconnu assez tardivement cette action en contrefaçon, hein, comme dans l'espace OAPI, on parlait d'atteinte au droit, mais on ne parlait pas d'action en contrefaçon. Et c'est vrai que c'est un indicateur pour essayer de qualifier la nature du droit. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur indicateur, mais est-ce qu'on peut, au regard de ce choix qui est fait dans les textes, parler de droit de propriété intellectuelle? Est-ce que vous l'envisagez comme ça au sein de l'espace OAPI? Je crois que la réponse est... La réponse dans l'espace OAPI me semble, bon là c'est un point de vue purement doctrinal, hein, ce n'est pas la position officielle de l'OAPI. Nous avons à l'OAPI la particularité d'avoir dès le départ considéré les indications géographiques comme un titre de propriété intellectuelle d'une façon générale. Et donc l'approche, dès lors qu'on se trouve en présence d'un titre qui est qualifié à part entière de propriété intellectuelle, il est beaucoup plus facile de franchir le pas en disant que la violation d'un tel droit constitue une contrefaçon. Mais les rédacteurs se sont voulus prudents en n'allant pas jusqu'à la qualification. Maintenant, est-ce que dans le milieu universitaire, il y a un débat? Ma réponse, je la réserve puisqu'il y a un ouvrage collectif sur justement le nouvel accord de Bangui qui est en cours d'élaboration. Ça sera un ouvrage collectif et je suppose que le collègue en charge de ces questions pourrait éventuellement nous édifier sur cette question doctrinale. Mais merci beaucoup. Alors, évidemment, je vais revenir sur la question de la Cour supranationale. Vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'États membres de l'espace OAPI envisageaient peut-être d'identifier des juridictions compétentes pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une formation des juges en matière de propriété intellectuelle, et auquel cas, où sont-ils formés? Est-ce qu'ils viennent justement chez vous à l'OAPI, à l'académie de l'OAPI pour se former? Et est-ce qu'il y a une formation en fait? Est-ce qu'ils sont formés et est-ce qu'on peut parler de juridiction spécialisée en fait? En termes de formation, disons que nous avons des formations ouvertes à tous les publics à travers le master. Et nous avons également un certain nombre de formations spécialisées. Par exemple, une qu'on vient de terminer ce mois-ci sur la gestion collective. Pour ce qui concerne les magistrats, ce qui se fait actuellement, jusqu'à présent, c'est sous la forme de séminaires, plus ou moins dans les États membres ou ici même à l'OAPI. Mais avec un certain nombre de partenaires, y compris l'École nationale de magistrature de France, nous sommes, et l'OMPI, nous sommes en train de travailler sur un projet beaucoup plus structurant qui va consister à créer cette formation, ce module de formation directement dans les écoles de magistrature. Et donc, il y a un certain nombre de pays pilotes avec lesquels nous sommes en train de travailler. Je crois qu'il y a 3 pays, Cameroun, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et donc, à terme, si les États sont partants, le contentieux de la propriété intellectuelle serait enseigné comme contentieux spécifique dans les écoles de magistrature des États membres. Et l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nous ayons une masse critique de magistrats maîtrisant mieux ce contentieux spécial. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une autre question que je me posais, puisqu'on parle effectivement de titres communautaires, est-ce qu'il y a des injonctions
du type pan-européenne, c'est-à-dire transfrontalière, est-ce que un juge qui serait, enfin, d'ailleurs, est-ce qu'un juge, un juge national pourrait être compétent pour une atteinte qui serait portée sur l'espace OAPI, ou est-ce qu'il est compétent uniquement pour une atteinte qui serait portée devant, enfin, dans le cadre de sa juridiction? Et si c'est cette seconde solution qui serait choisie, ça signifierait qu'il faudrait en fait envisager des procédures nationales pour chaque atteinte dans chaque État membre de l'espace OAPI. Oui, cette question que vous posez est une question, disons, très importante, mais même si on n'a pas l'habitude de l'entendre. Le système tel qu'il est conçu, c'est que chaque juridiction nationale est habilitée à rendre une décision sur la validité ou non d'un titre de propriété délivré par l'OAPI. Et lorsque cette décision est devenue définitive, c'est-à-dire qu'il n'est plus susceptible de voie de recours, cette décision a autorité de la chose jugée dans l'ensemble des 17 pays membres. Et l'OAPI a l'obligation, par exemple, si c'est une radiation qui a été commandée, l'OAPI a l'obligation de procéder à la radiation de cette marque, par exemple. Et la question que ça pose, c'est une question pratique, et votre question permet de... C'est la qualité des décisions qui sont rendues dans un État. Si la décision qui est rendue n'est pas de qualité, elle est de nature à porter préjudice à l'ensemble du système. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités des magistrats, de sorte à rendre des décisions de qualité qui ont autorité de la chose jugée dans tous les États. Cela dit, la question telle que vous posez, elle reste pendante. Un juge national n'a pas, de façon systématique, compétence pour intervenir dans un autre État membre, sauf accord d'entraide judiciaire bilatérale entre ces États membres. Donc, il n'y a pas d'injonction transfrontalière qui pourrait être prononcée du fait de la compétence d'un juge national. Ce n'est pas envisageable. Non, ce n'est pas envisageable. Chaque pays est souverain en termes de décision judiciaire. Et justement, c'est un des défis que nous devons relever. Alors, une autre question que je me posais, c'est le succès de la voie pénale, puisque vous l'avez envisagé, vous envisagez les sanctions. Est-ce que c'est une voie qui est utilisée très largement par les utilisateurs, ou est-ce qu'ils préfèrent au contraire plutôt s'orienter vers la voie civile aux fins simplement d'obtenir des dommages et intérêts? Il faut dire que quand on regarde le contentieux, dans la majorité, c'est la voie pénale qui est beaucoup plus usitée. Bon, pour différentes raisons d'ailleurs. Disons qu'il s'agit dans la plupart du temps, il s'agit de dissuader les contrefacteurs. Parce que si vous voyez, la plupart des contrefacteurs qu'on arrive, par exemple, à identifier ne sont pas forcément solvables, pour ainsi dire. Et donc, la voie civile, même s'il y a des condamnations, c'est sûr que ces condamnations de dommages et intérêts ou même d'amende seront difficilement recouvrées. Et donc, le premier réflexe des titulaires de droit, c'est de dissuader par la répression, la voie pénale. Donc, la majorité des contentieux, sauf des contentieux spécialisés, sont par la voie correctionnelle. J'ai une autre question, toujours peut-être sur le volet peut-être pénal, mais plus économique malgré tout. On a eu il y a une quinzaine de jours un séminaire sur l'impact de la contrefaçon, la lutte contre la contrefaçon en France et en Europe. Et je voulais savoir si vous aviez également des données chiffrées sur l'impact de la contrefaçon dans l'espace OAPI. Concrètement, qu'est-ce que ça coûte aux États membres de l'espace OAPI? Est-ce que c'est envisagé comme un fléau, ce que j'imagine bien, puisque vous avez commencé votre présentation par là. Mais voilà, est-ce que vous avez des données chiffrées? Alors, il y a des données chiffrées
plus ou moins dans différents États, mais on n'a pas des données chiffrées sur l'ensemble des États membres. Mais il faut dire aussi que la situation est un peu disparate parce que généralement, là où on a beaucoup plus de données, c'est en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique d'une façon générale, où la question est vraiment prise à bras le corps par les autorités nationales. Et puis également dans le domaine de la création littéraire ou artistique, compte tenu de la sensibilité de la question, où on a des données. Mais nous n'avons pas d'études globales systémiques sur l'ampleur de la contrefaçon. Merci beaucoup. Alors, on a de nouveau une question dans l'espace dédié. Alors, monsieur le directeur, s'agissant de la jurisprudence, nous, jeunes chercheurs, avons d'énormes difficultés pour trouver des décisions pour analyser le traitement des litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Donc, il donne l'exemple du Sénégal. Comment pouvons-nous accéder à vos bases de données pour mener à bien nos recherches? Alors, je crois que vous avez peu ou prou déjà répondu à la question, mais je vous laisse y répondre de nouveau. Oui, disons que vous pouvez, de façon directe, vous allez vous envoyer un mail, nous en recevons régulièrement pour les chercheurs qui veulent accéder à un certain nombre d'informations. Ils nous écrivent même par mail et vous aurez une réponse en fonction de la nature de l'information recherchée. Et donc, lorsque c'est disponible, si vous précisez la question, si la jurisprudence est disponible, nous mettons cela à votre disposition. Mais il y a d'autres pistes aussi que ces jeunes chercheurs peuvent explorer. C'est que dans la plupart des États, si on prend par exemple le Sénégal dont il parle, généralement, la plupart des greffes sont dans des projets de numérisation des décisions. Et donc, en s'adressant aux greffes, ou même quelquefois sur les sites de ces greffes, ils peuvent accéder à des décisions jurisprudentielles. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je vous entends, pas de problème. D'accord. Je peux par exemple donner le cas d'un pays que je connais le plus. Si vous allez sur le site du tribunal de commerce d'Abidjan, vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des décisions rendues par cette juridiction. Et puis, il y a un certain nombre de pays aussi qui ont ce qu'on appelle des centres nationaux de documentation juridique. Par exemple, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Je sais que c'était le cas au Tchad, où la plupart des décisions sont collectées. Et ça, c'est au niveau des ministères de la Justice. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui a été posée dans le chat. Comment est gérée la contrefaçon des droits de propriété industrielle à travers les noms de domaine dans l'espace OAPI? Oui, c'est géré comme tout autre contentieux. Je crois que, comme on l'a dit le long de l'exposé, le contentieux judiciaire relève des juridictions des États membres. Donc, l'OAPI n'a pas une prise directe sur ce contentieux. Mais par contre, le contentieux de la délivrance, que ce soit en matière d'opposition ou de revendication administrative de propriété, c'est des choses qui arrivent devant les différentes commissions dont dispose l'organisation. Mais nous n'avons pas souvenance qu'il y ait eu des cas de figure où un nom de domaine aurait été, par exemple, opposé comme antériorité à la délivrance d'un titre. Merci beaucoup. Et nous avons une dernière question, sauf s'il y en a d'autres qui viennent par la suite. Est-ce que l'OHADA est actuellement compétente pour traiter des questions de contrefaçon de propriété intellectuelle? C'est une question, pour répondre de façon simple, c'est une question qui se pose en théorie, mais également en pratique. Parce que lorsque vous prenez un contentieux du droit des affaires, c'est un contentieux qui quelquefois peut être complexe et qui peut comporter un certain nombre d'aspects, notamment des aspects de propriété intellectuelle et des aspects commerciaux. Telles que les répartitions des choses sont faites en ce moment,
La compétence de l'OHADA, je parle sous leur contrôle, relève des actes uniformes OHADA. Et les actes de l'accord de Bangui ne relèvent pas de la compétence OHADA. Mais si vous avez un contentieux dans lequel il se pose une question de la validité d'un titre dans un litige plus ou moins commercial, quelle peut être l'attitude du juge face à cela? Est-ce que le juge va se déclarer incompétent parce qu'il y a l'appréciation sur la titularité, par exemple, d'un titre? Bon, ça, c'est des questions qui se posent en pratique. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons ce cadre de collaboration avec l'OAPI, avec l'ARIPO, avec l'OHADA, pour régler ces cas de figure. Mais dans la pratique, j'ai aussi indiqué, pour ne pas être long, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart du contentieux de propriété intellectuelle est dévié vers le contentieux de la concurrence déloyale, qui permet d'éviter cet écueil ou pour éviter d'appliquer, par exemple, l'accord de Bangui. Donc, c'est une question vraiment qui se pose avec acuité. Merci beaucoup. Alors, on a une petite remarque. L'OAPI étant l'office unique de ses États membres, ne serait-il pas bon que l'OAPI puisse avoir un service en son sein pour collecter toutes les décisions rendues dans chaque État? Donc, on revient sur cette base de données, hein, je suis désolé. Oui, non, ça fait partie des chantiers sur lesquels nous travaillons. Par exemple, tout ce qui est numérisation. C'est vrai que nous étions là pour parler de la contrefaçon, mais il y a un certain nombre de chantiers qui sont ouverts qui permettent de rendre accessible l'information. Par exemple, c'est le cas de tous nos bulletins officiels qui sont maintenant disponibles en ligne, mais nous allons encore plus loin où, avec la délivrance de tous nos titres qui va se faire désormais en ligne, aussi bien des demandes que la délivrance. Pour ce qui concerne la collecte d'informations, nous avons dans les différents États ce qu'on appelle les structures nationales de liaison, dont une des missions également est de collecter et reporter à l'organisation les décisions dont ils ont connaissance. Mais il faut dire que les décisions rendues dans les États ne se comptent pas en centaines, hein, c'est tout au plus en dizaines. Donc, la plupart des décisions connues sont, disons, rapatriées à l'OAPI. Merci. Excusez-moi, j'ai été juste interrompu par… On nous met à la porte du Cardo. Donc, il est 19h54, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Il est temps de conclure, qui plus est, si on nous met à la porte du bâtiment. Je tenais, Monsieur le Directeur Général, à vous remercier, puisque au-delà de votre présentation, vous venez de passer pendant 1 heure quasiment un grand oral. C'est pire qu'une soutenance de thèse, ce que vous venez de vivre, avec une multitude de questions. Et je dois vous avouer que c'était extrêmement stimulant, parce qu'on est parti de la lutte contre la contrefaçon, du système envisagé dans l'accord de Bangui révisé, et on est parti sur d'autres thématiques. Donc, c'est extrêmement stimulant. Je tenais une fois de plus à vous remercier de votre disponibilité, de nous avoir accordé du temps pour venir nous présenter ces questions que j'emploie, enfin, je vais utiliser le pluriel. Et une fois de plus, au nom du CEPI, c'est vraiment un honneur toujours de pouvoir vous recevoir. Je pense que nos participants n'en ont peut-être pas conscience, mais l'histoire qui lie le CEPI à l'OAPI est une longue histoire. Et voilà, je fais le vœu ici de perpétuer en tout cas cette forte relation entre nos deux instituts. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous avez donnée à l'OAPI de présenter son système aux auditeurs. Et à chaque fois que nous serons sollicités pour donner notre contribution, nous le ferons, puisque c'est dans l'intérêt commun de nos deux institutions. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. À très bientôt, et je souhaite une excellente soirée à l'ensemble de nos participants. Pour rappel, nous avons notre prochain séminaire lundi prochain de 17h à 19h sur les stratégies propriété intellectuelle dans les entreprises, et ce séminaire sera animé par France Brevet, et donc on aura la chance d'écouter un panel de 4 personnes
Et donc, on se donne rendez-vous lundi prochain. Encore merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Excellente soirée et bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.